Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 avril et pour comprendre comment tourne une planète finance revenue miraculeusement au zénith, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « Le scénario boursier impossible, mais qui va payer ?» Oui, qui va payer ou qui a payé pour ramener les indices américains au zénith? Oui, c'est chose faite pour le S&P à 6990. Le S&P n'est qu'à 10 points de l'éphémère sommet inscrit à 7000 en intraday le 28 janvier dernier. Si l'on en reste là, le S&P pourrait inscrire sa meilleure clôture historique au bout d'un rallye haussier de 11 séances. Pour le Nasdaq, qui aligne également 11 séances de hausse consécutives, c'est la plus longue de l'histoire, je pense. On est à seulement 0,4% des plus hauts. Ça peut se faire d'ici 22 heures. Mais surtout, comment, dans les circonstances actuelles, peut-on justifier 11 séances de hausse sur le Nasdaq, 14% de gains, et la locomotive de ce rallye, c'est l'indice SOX des semi-conducteurs. 11 séances de hausse consécutives, c'est également un record, mais surtout, la performance globale depuis le 30 mars, est de plus 30%. Je pense que ça en fait également la plus forte hausse historique. Maintenant, je vous résume le paysage géopolitique et économique. Je vais faire ça très très brièvement. Bon, nous avons un cessez-le-feu. Espérons qu'il va durer. Néanmoins, il manque depuis maintenant plus de 40 jours entre 15 et 20 millions de barils par jour sortant du détroit d'Ormuz. Ces 20 millions de barils, on ne va pas pouvoir les imprimer, les recréer, remettre tout de suite, du jour au lendemain, 200 millions de barils dans les réserves stratégiques de l'Europe, de l'Asie, etc. Il va manquer de l'ammoniac, il va manquer des engrais, il va manquer de quoi fabriquer des matières plastiques. Je rappelle que sans ammoniac, vous ne pouvez pas raffiner le cuivre, le cobalt, etc. Le monde est donc en situation de pénurie, mais ce que nous dit aujourd'hui le Nasdaq ou le S&P 500, c'est que cela va mieux, alors je regarde, que le 16 février dernier. Par exemple, le 16 février dernier, je vous rappelle que les taux longs américains étaient 40 points plus bas. Et il n'y avait pas de guerre. Donc, avec des taux 40 points plus élevés, pas de baisse de taux envisagée d'ici la fin de l'année, des prévisions d'inflation doublées, des prévisions de croissance réduites, parfois de près de 33%, c'est le cas du FMI qui voit la croissance mondiale revenir de 3 à 2%. Et bien maintenant que nous avons ce tableau, eh bien les marchés américains, les actions américaines nous disent que ça va mieux. Alors vous pourrez me dire, oui, mais les États-Unis, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, donc forcément, ils sont mieux armés que nous pour faire face à la crise. Bon, pour faire face à une inflation de 4%, je ne suis pas sûr qu'avec leurs 39 300 milliards de dettes, les Américains soient mieux positionnés que nous. Mais regardons maintenant l'Eurostoxx. Il est revenu à 6 000. Eh bien, pareil, il est mieux que mi-février, quand les taux étaient 35 points plus bas sur le Bund. Bund qui est aujourd'hui aux alentours de 3,05, alors qu'il était à peine à 2,70 avant le déclenchement des hostilités. Donc, même chose, en l'espace de 2 mois, 15 février, 15 avril, les taux ont pris 35-40 points en Europe, mais l'Eurostoxx est au-dessus, bien au-dessus de ces niveaux du 15 février. La croissance va être revue pratiquement à zéro,
mais ça va mieux. L'inflation va aller de 4 à 5% selon les pays européens, mais ça va mieux que lorsque nous avions une inflation à 2. Bon, je vais arrêter là cette liste des paradoxes pour revenir directement aux faits. Comment parvient-on à un comportement boursier qui est totalement contraire à l'arrière-plan que je viens de vous décrire? Eh bien, tout simplement en piégeant les vendeurs à découvert. Il y avait effectivement beaucoup d'opérateurs qui avaient senti venir le vent de la conflagration au Proche-Orient, qui connaissaient les intentions des uns et des autres, qui avaient compris également depuis le début de l'année qu'il y avait des ferments inflationnistes qui commençaient à ressurgir. Alors pas évidemment dans les proportions qu'on anticipe aujourd'hui, mais il y avait des gens qui commençaient à se couvrir. Eh bien, à partir du moment où beaucoup de gens étaient couverts et que certains ont commencé à prendre des positions contrariennes, eh bien là, le marché, comme on dit, les prend à contre-pied et ramasse la mise. Autrement dit, le principe de fonctionnement du marché, c'est d'être à l'opposé des anticipations les plus logiques. Alors il y a un moment où ça ne tient plus, évidemment, quand on n'a plus de croissance, quand les bénéfices ne progressent plus, que les taux se mettent à grimper, évidemment que la bourse corrige. Mais là maintenant, avec son mode de fonctionnement, elle va certainement rebaisser dès qu'on aura des pourparlers de paix, des vrais, pas des rumeurs, pas des tweets de Trump. Ça rebaissera dès qu'on se dira « oui, peut-être que le pétrole pourrait revenir de 95 vers les 80 $ le baril », que ça tempérera les perspectives inflationnistes. En réalité, dès que vous allez commencer à voir se construire un discours où on essaie d'expliquer l'inexplicable en vous convainquant que finalement, si on est revenu au sommet, rien de plus naturel et que si ce marché est invulnérable, alors il faut acheter, vous pouvez être certain qu'à partir du moment où on vous dira que finalement tout ne va pas si mal, que les disruptions, on a peut-être exagéré les conséquences, alors qu'on ne les perçoit pas encore aujourd'hui, mais pourtant elles vont nous arriver, on fonce dessus comme droit vers un platane, sans frein et avec le klaxon hurlant. Mais non, on fera comme si les disruptions n'avaient pas d'impact. Et puis surtout, hier je le citais, la rivalité entre les États-Unis et la Chine aura forcément deux conséquences. Freiner la croissance mondiale, parce que tout va devenir évidemment beaucoup moins fluide entre les États-Unis et la Chine, si on n'en vient pas à un affrontement où, je ne sais pas, pourquoi pas imaginer le blocus de Taïwan, puisque Trump trouve normal de faire le blocus du détroit d'Ormuz. Donc tout redeviendra beaucoup plus compliqué et surtout, comme les Chinois ont commencé à le faire, c'est-à-dire à contingenter les exportations de métaux stratégiques, eh bien, on s'en va vers un monde plus inflationniste, quand bien même nous aurions du pétrole et du gaz à foison, qu'il n'y aurait aucune disruption d'ammoniac, d'hélium, de tout ce que vous voulez. Même si on s'en tenait simplement à l'affrontement Chine-États-Unis, le monde irait moins bien. Mais aujourd'hui, avec des taux qui vont grimper et une croissance qui va chuter, eh bien, clairement, attendez qu'on vous dise que tout va bien pour shorter le marché. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.